Donc, bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être venus si nombreux, hein. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette belle ville de Strasbourg pour notre quatrième colloque, de l'association. Le système crée-t-il la phobie, anxiété, phobie scolaire, décrochage, culpabilisé ou accompagné? La phobie scolaire ou le refus scolaire anxieux, quel que soit le nom que l'on peut lui donner, est une urgence thérapeutique. Il est urgent d'agir pour une prise en charge rapide et adaptée des jeunes et de leurs familles. Donc, le programme de la journée, nous allons commencer par Marie Gallet-Tessonneau, qui est docteur en psychologie et psychothérapeute à Bordeaux. Donc, Marie va ouvrir le colloque dans 2 minutes. Une intervention de 10h30 à 11h30 avec un temps de questions-réponses de 11h30 à 12h30. Ouais, 12h15, 12h30. Voilà, on est un tout petit peu en retard, vous avez bien noté. Ensuite, à 2h, nous partagerons une pause déjeuner, l'occasion d'échanger avec toute l'équipe APS. Il y a de nombreux correspondants, correspondantes régionaux dans la salle, donc c'est l'occasion d'échanger avec eux et également avec les intervenants qui sont déjà là. L'après-midi débutera à 13h30 avec l'intervention d'Hélène Denis. Hélène Denis qui est pédopsychiatre pour enfants et adolescents au CHU de Montpellier. Elle est également membre active et enseignante à l'AFTCC. À 15h, vous retrouverez Alexandre Ployer, qui est maître de conférence, co-auteur du livre « Phobie scolaire, la détecter, la combattre et l'apprivoiser » avec sa fille Capucine. À 16h30, Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie, formatrice aux premiers soins de santé mentale, interviendra. À 17h, vous aurez l'occasion de pouvoir débattre avec les intervenants présents et à 17h30, nous clôturerons le colloque. Donc voilà pour cette journée. Vous pouvez retrouver des ouvrages en lien avec la phobie scolaire, les troubles anxieux, les troubles des apprentissages, juste au fond de la salle. Donc je vous encourage vivement à aller faire un tour et vous trouverez donc les ouvrages des intervenants. Donc voilà une journée qui s'annonce riche en enseignement, en partage, en échange. J'espère que vous passerez tous une très très belle journée et on se retrouve ce soir. Bon colloque à tous. On va te laisser la parole. On va juste faire un petit test. C'est à moi là? Oui, c'est à toi, Marie. Super. Donc on m'entend bien et on me voit. Ça, ce qui est moins nécessaire de me voir, mais surtout on m'entend. C'est ça? Combien? Pas trop? C'est bon? Ok, d'accord. C'est OK? De la salle, c'est OK. D'accord, je peux parler plus fort aussi si c'est nécessaire. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis franchement très honorée d'avoir la chance de participer à votre colloque. Même si, je vous remercie du coup aussi d'accepter de votre invitation, alors que je ne suis pas venue jusqu'à vous, ce qui aurait été trop compliqué pour moi aujourd'hui. Donc, je sais aussi que ce n'est pas le format le plus convivial qui soit. Forcément, c'est moins chaleureux, c'est aussi moins confortable pour moi parce que quand on intervient comme ça devant plusieurs personnes, c'est toujours agréable de pouvoir avoir quelques feedbacks non verbaux de comment c'est pour vous et bien sûr sans compter les avaries techniques qui pourraient se revenir. Mais on va quand même essayer de faire de ce moment un moment sympa et profitable à tous. Lorsque j'ai commencé à réfléchir un peu à ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin, bien sûr, comme à chaque fois que je fais une intervention, j'axe toujours l'intervention sur à la fois ma pratique clinique et aussi sur ma connaissance des dernières actualités scientifiques dans ce domaine-là. Et puis, j'ai vu le thème de votre journée autour de la question des systèmes, de créer de la phobie ou pas. Et c'est finalement une question qui, en tant
praticien, en tant que clinicienne, c'est toujours un peu gênant, là, ça nous embête généralement les professionnels, cette question de voilà, d'où viennent les troubles, d'où viennent les difficultés, cette question des systèmes. Et en même temps, j'ai eu un peu envie de jouer ce jeu-là. Et donc, j'ai vraiment cherché en fait un compromis dans ce que j'ai envie de vous partager avec vous ce matin entre les grands apports que j'ai l'habitude de faire sur ce type d'intervention qui me semblent être des éléments un peu clés de ce que j'ai envie de partager avec vous. Et en même temps, cette question ambitieuse, pour ne pas dire un peu épineuse, des systèmes créés de la phobie. Et donc, j'ai décidé de me prêter quand même un peu à ce jeu-là. Voilà pour ce que je vous propose pour ce matin. Maintenant, il faudrait que j'arrive à faire un partage d'écran pour que vous puissiez voir mon diaporama. Et donc, est-ce que ça marche? Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, 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 très bien. Ouais, Marie. super. Ouais. Eh ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, eh ben, allons-y. Donc, le refus scolaire anxieux, des notions clés. Et donc, j'ai rajouté cette histoire de système en me disant, allons-y, on va voir ce que ça va donner. On va quand même partir un petit peu d'éléments clés, un peu théoriques, un peu cliniques. Voilà, j'avais quand même envie de partager ça avec vous ce matin autour d'une première partie sur les questions de repérer et comprendre. Je vous ai mis là tout un tas de petits termes qui reviennent systématiquement lorsque on s'intéresse à la phobie scolaire ou au refus scolaire anxieux, peu importe la manière dont on l'appelle, qui sont un peu des thèmes qui viennent nous qui font confusion, on ne sait plus trop de quoi on parle, ça devient un peu difficile. Est-ce qu'on parle d'école buissonnière, de phobie scolaire, de refus scolaire anxieux, d'absentéisme, de refus de l'école, de refus scolaire, de décrochage, d'échec scolaire? Et ça me semble toujours un peu nécessaire de pouvoir se reposer la question de quoi est-ce qu'on parle. Et pour pouvoir répondre à cette question-là, on ne peut pas faire l'économie d'un peu d'histoire. Alors, je vous propose un rapide historique sur l'histoire des termes afin de pouvoir vraiment éclaircir cette question de la terminologie. En France, l'enseignement devient officiellement obligatoire en 1882 avec la réforme Jules Ferry. Et ça, c'est quand même une date clé parce qu'avant cet enseignement obligatoire, finalement, il y avait des études sûrement, certes, sur la fréquentation scolaire, mais qui étaient probablement assez à la marge. Et donc, en 1882, il y a cet enseignement obligatoire qui est mis en place. Et à partir de là, il y a aussi le développement des premières études sur la fréquentation scolaire. À l'époque, ces études-là, elles portaient principalement sur des phénomènes comme l'école buissonnière, mais aussi des phénomènes de familles qui n'envoyaient pas leurs enfants à l'école parce que, par exemple, ils avaient besoin d'eux pour travailler. Les premières descriptions de ce phénomène de phobie scolaire, de refus scolaire anxieux, elles apparaissent quand même dès 1914. Il commence à y avoir quelques premiers articles, donc on voit que c'est arrivé quand même très très vite après le début de l'enseignement obligatoire. Mais la grosse étude, la première grosse étude sur la thématique, c'est Brodwin en 1932, qui en fait à l'époque menait une étude sur l'école buissonnière. Et au cours de cette étude-là, il s'est rendu compte dans son échantillon d'enfants qu'il y en avait une partie qui ne présentait pas les caractéristiques typiques de l'école buissonnière, mais qui en fait n'allait pas à l'école à cause d'un inconfort malgré un désir d'y aller. Et j'ai fait le choix un peu provocateur peut-être de mettre cette vieille image-là, un peu classique de cet enfant avec cette mère, parce qu'à l'époque, forcément, la sociologie et l'organisation des familles étaient telles que du coup, c'était des enfants qu'on décrivait comme ayant des difficultés de séparation, par exemple, ou restant auprès de leur mère à la maison. Donc, c'est quand même intéressant de se dire que ça date de 1932 parce que ça permet aussi, à un moment donné, de s'interroger un peu plus sur cette idée que ça serait un phénomène de mode. Parce que donc, en fait, c'est un trouble qui est quand même ancien, c'est une problématique qui existe depuis longtemps, qui est probablement aussi ancienne que l'enseignement obligatoire. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on peut quand même s'interroger sur la prévalence que cette problématique prend et probablement que c'est de plus en plus fréquent. Mais c'est quand même important de se dire que ce n'est pas quelque chose c'est quelque chose de très ancien.
Une autre date qui me semble importante pour continuer à cheminer là, sur cette question de la terminologie et du choix des termes et de ce phénomène-là, c'est l'article d'Adelaide Johnson et de ses collègues en 1941, qui a été en fait le premier article à nommer ce phénomène en parlant de phobie scolaire. Ce qui est intéressant de constater, c'est que donc Adelaide Johnson, elle a écrit cet article en 1941 en parlant pour la première fois de phobie scolaire. Et finalement, à peu près environ 15 ans plus tard, en 1957, c'est elle-même aussi qui a écrit un second article en expliquant que ce terme était finalement impropre pour désigner ce phénomène, puisqu'il ne s'agissait pas d'une phobie du bâtiment école à proprement parler. On n'est pas sur une phobie comme on est sur une phobie des araignées, par exemple. Et Adelaide Johnson, à ce moment-là, est revenue sur la question du lien entre la mère et l'enfant. Donc, moi, ce que je trouve quand même intéressant dans cette histoire-là, c'est que ce terme phobie scolaire, il est extrêmement utilisé et on peut être très à l'aise avec l'idée d'utiliser ce terme-là. Ça pose dans l'absolu c'est pas dramatique du tout. D'ailleurs, c'est un terme qui est très utilisé même à l'international. Schoolphobia, c'est un terme qu'on croise très fréquemment. Mais c'est quand même assez intéressant, je trouve, de voir que c'est un terme qui, finalement, dans la littérature scientifique, l'auteur qui l'a posé, là, pas longtemps après, remis elle-même en question, ce qui explique un peu aussi le fait qu'il y ait toujours ces précautions qu'on prend les uns les autres sur la terminologie. C'est l'équipe d'Herzog dans les années 60 qui, elle, a parlé la première de refus scolaire anxieux avec l'objectif, avec ce terme-là. Alors, en anglais, ce n'est pas refus scolaire anxieux, c'est school refusal, mais en français, il est d'usage de rajouter anxieux. L'objectif de ce terme-là était principalement de se dégager de ces histoires de phobie pure et de se dégager aussi de ces histoires de réduire la problématique dans un lien mère-enfant. Et plutôt de pouvoir, en fait, avec ce terme-là, renvoyer au fait qu'on est face à des problématiques anxieuses qui sont multiples, puisque du coup, ce terme refus scolaire anxieux met en avant la dimension anxieuse de la problématique sans la réduire à un trouble anxieux particulier. Aujourd'hui, le terme school refusal, c'est le terme qu'on retrouve le plus souvent dans la littérature scientifique. Donc, c'est ce qui permet un petit peu de clarifier les choses sur les différents termes. Après, chacun peut aussi utiliser les choses comme bon lui semble, mais au moins, on peut un peu plus s'accorder les uns les autres sur ce dont on parle. Donc, moi, c'est vrai que j'aurais tendance à parler de refus scolaire anxieux parce que c'est ma pratique, mais finalement, quand moi, je parle de refus scolaire anxieux, si d'autres parlent de phobie scolaire, on va faire référence à la même problématique et à la même réalité clinique. J'ai décidé aussi ce matin de partager avec vous une classification assez récente des problématiques d'absentéisme qui date de 2019. Donc, c'est quand même plus récent que 1919. Donc, de 2019, qui a été développé par David Hain et tout un groupe d'autres chercheurs internationaux. C'est le résultat, en fait, d'une grosse étude qu'ils ont menée, qui est absolument passionnante, où ils ont à la fois compilé énormément de données et fait ce qu'on appelle des méta-analyses, où en fait, ils ont passé en revue plein d'aspects de la littérature scientifique sur cette thématique-là. Et aussi, ils ont fait appel à leur expertise de terrain et à leur expertise clinique. Donc, c'est vraiment une classification qui, à la fois, est le fruit de données chiffrées, de données scientifiques, mais qui repose aussi sur une solide expérience de terrain. Cette classification, elle nous propose quoi? Elle nous propose de répartir les problématiques d'absentéisme scolaire en 4 grands types. Le refus scolaire anxieux, l'école buissonnière, le retrait scolaire et l'exclusion scolaire. Le refus scolaire anxieux, c'est l'absence en lien avec un trouble émotionnel. L'école buissonnière, on est davantage sur une absence le plus souvent dissimulée à la famille, non fondée sur des difficultés émotionnelles, avec par exemple en premier lieu des troubles des conduites. Le retrait scolaire, qui est davantage une absence attribuable à une volonté parentale de garder l'enfant à la maison et ou un manque d'incitation à aller à l'école. Et l'exclusion scolaire, qui correspond davantage à une absence à l'initiative de l'école en raison de son incapacité à accueillir l'enfant, pour différents motifs. En France, on peut le retrouver, par exemple, dans le cas de certains handicaps, comme l'autisme, où on va demander à certaines familles de ne pas scolariser leur enfant certains jours de la semaine,
parce qu'il n'y a pas d'AESH disponible ce jour-là pour accueillir l'enfant à l'école. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on parle d'exclusion scolaire. Ça ne recouvre pas les exclusions scolaires à visée disciplinaire. Donc, cette classification, elle a l'intérêt de pouvoir recouvrir les différentes problématiques d'absentéisme. Bien entendu que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le refus scolaire anxieux, mais on sait aussi, moi dans ma pratique, je le vois quand même très régulièrement, qu'on peut aussi rencontrer des patients qui n'ont pas une forme pure, qui n'ont pas un refus scolaire anxieux pur ou unique, mais on peut avoir ce qu'on appelle des profils mixtes. Les deux profils mixtes les plus classiques que moi je peux rencontrer, c'est des profils refus scolaire anxieux avec également une dimension de retrait scolaire et également des profils refus scolaire anxieux et école buissonnière. Refus scolaire anxieux et retrait scolaire, ça va être par exemple un enfant qui a une véritable problématique de refus scolaire anxieux, mais qui est clos, qui émerge dans un contexte familial dans lequel, par exemple, les parents ont une propre ambivalence concernant la fréquentation scolaire de leur enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est important sur le plan thérapeutique parce que forcément, le cheminement thérapeutique qu'on va proposer à l'enfant et à sa famille ne sera pas le même selon l'une ou l'autre des problématiques. On peut aussi avoir des familles dans lesquelles il y a un refus scolaire anxieux qui apparaît à un moment donné. Et puis, ce refus scolaire anxieux, ça va faire un tel tsunami dans l'organisation familiale, ça va tellement désorganiser, tellement mettre à mal tout le monde, que finalement, avec le temps, la famille va réussir à stabiliser un peu les choses et puis on va s'organiser un peu comme on peut. Et avec le temps, au cours des années, il peut y avoir une ambivalence parentale à la fréquentation scolaire de l'enfant en disant finalement, là, on a un équilibre qui est ce qu'il est, il est plus ou moins satisfaisant, mais devoir nous reconfronter de nouveau à la perspective de rescolariser notre enfant, aujourd'hui, on n'y est pas prêt. Et c'est là, dans ces cas-là aussi, qu'on peut avoir des formes un peu mixtes. On peut aussi avoir, bien sûr, des formes mixtes de refus scolaire anxieux et d'école buissonnière. Moi, je le vois chez mes patients que j'accueille pour un refus scolaire anxieux en fin de primaire, début de collège, par exemple, qui ont un refus scolaire anxieux, j'en ai pas mal comme ça, que je rencontre en début de collège. Et puis, il y a une amélioration du refus scolaire anxieux avec un retour à l'école. Et puis, dans leur évolution au collège, ils ont certains centres d'intérêt, certaines rencontres. Et puis aussi, le fait que l'école, ça ne leur plaît pas tant que ça. Ils ont des renforçateurs positifs qui sont en dehors du système scolaire. Et du coup, c'est comme s'il y avait une rechute à un moment donné. En fait, de nouveau, ils vont se remettre à être absents. Et ça ne sera plus à cause du refus scolaire anxieux. On sera plutôt sur un profil trouble du comportement, école buissonnière. Donc ça, encore une fois, c'est des choses qui sont assez fréquentes. Et c'est important de pouvoir avoir en tête le fait qu'il y a cette mixité des profils parce que de fait, selon le moment où on rencontre l'enfant et la famille et selon le type de profil rencontré, on ne va pas proposer le même type d'accompagnement. Toutes ces problématiques-là, bien entendu, à un moment donné, peuvent conduire à du décrochage scolaire. Mais ce n'est pas une évidence non plus. Il y a des patients qui ont un refus scolaire anxieux qui ne… Ça va, le son? J'ai l'impression qu'il y a des soucis. Tout est bon, ok. Il y a des patients qui ont un refus scolaire anxieux et qui, dans l'absolu, alors, il faut peut-être que je précise que le décrochage scolaire, c'est un terme purement administratif qui correspond au fait de sortir du système scolaire sans l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification. Donc, on a moi, je rencontre des patients qui ont un refus scolaire anxieux, qui ont un refus scolaire anxieux et ne sont pas pour autant décrocheurs au sens administratif du terme. D'une manière ou d'une autre, ils arriveront à avoir une qualification ou autre. On a aussi des personnes qui décrochent sans refus scolaire anxieux et on a des patients, bien sûr, qui ont un refus scolaire anxieux et qui, à un moment donné, peuvent se mettre à décrocher sur le plan scolaire. De la même manière qu'il y a plein de profils différents d'élèves qui existent. Et là, je dis bien élèves et je l'emploie à dessein, c'est-à-dire que, en fait, le refus scolaire anxieux, c'est un trouble qui peut apparaître chez n'importe quel élève. Moi, je rencontre des adolescents et des enfants qui adorent l'école et qui sont très performants à l'école, d'autres qui aiment l'école et qui sont moyennement performants, d'autres qui n'aiment pas vraiment l'école, mais qui arrivent à plutôt être bons sur le plan académique, et d'autres qui détestent l'école et sont comme on dit, classiquement en échec scolaire. Tout est possible et on a tous les profils rencontrés dans la problématique de refus scolaire anxieux. J'avais aussi envie de partager avec vous les critères qui sont aujourd'hui proposés donc, par Hein et son équipe concernant le refus scolaire anxieux.
Ça va, Christelle? Plutôt. Ouais. Parce que ça permet aussi, en partageant ces critères-là, peut-être de répondre à certaines interrogations qui restent en suspens ou certaines idées reçues. Bon, classiquement, le refus scolaire anxieux, aujourd'hui, on le définit comme la réticence ou le refus d'aller à l'école en lien avec une détresse émotionnelle, peur excessive, crise de colère, symptômes physiques inexpliqués, affect dépressif, problèmes de sommeil, etc., qui se manifestent habituellement par de l'absentéisme scolaire. Retard, journée ou demi-journée, semaine, mois ou année. Ce qui est intéressant ici de noter, c'est qu'on n'a pas nécessité d'avoir un trouble anxieux spécifique, ni de trouble anxieux du tout. Je reviendrai sur cet aspect-là en termes de critères. La dimension anxieuse, elle doit être présente à un moment donné, mais ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga pour poser un diagnostic de refus scolaire anxieux. L'autre élément qui est quand même important ici, c'est de se dire qu'on est dégagé de tout aspect comptable concernant l'intensité de cet absentéisme scolaire. On peut tout à fait présenter un refus scolaire anxieux sans être absent de l'école. Ça peut, dans certaines formes, se traduire par des retards ou des absences qui vont être très ponctuelles et qui vont rester à la marge. Et c'est là aussi où vous commencez un peu à amorcer la réflexion sur les systèmes. Finalement, aujourd'hui, une des problématiques qu'on a, spécifiquement sur la problématique du refus scolaire anxieux, c'est que l'école, elle, a un logiciel concernant l'absentéisme autour de ces fameuses 4 demi-journées d'absentéisme non justifié. Et ce n'est pas un critère qui est pertinent pour la question du refus scolaire anxieux, puisqu'on peut avoir un refus scolaire anxieux sans être véritablement absent de l'école ou sans avoir des absences injustifiées, par exemple. Et bien sûr, après, on peut avoir aussi des absences qui sont considérables en termes de semaines, en termes de mois ou encore en termes d'années. Ça existe tout à fait. L'enfant ou l'adolescent n'essaie pas de cacher l'absence à ses parents et s'il tente de le faire dans un premier temps, la dissimulation cesse une fois l'absence découverte. Ça, c'est un des critères dont on se sert le plus en tant que clinicien pour pouvoir faire la distinction avec les phénomènes d'école buissonnière, même si on ne peut pas se sert pas uniquement de ce critère-là, mais c'est quand même un des éléments qui, sur le plan clinique, au niveau de l'histoire en tout cas, des difficultés qui est important pour nous. L'enfant ou l'adolescent n'a pas de comportement antisocial grave en dehors des moments de fréquentation scolaire. Ça, c'est aussi un élément qui est important sur le plan clinique lorsqu'on fait une première évaluation avec un enfant et sa famille. Et peut-être qu'ici, ce qui est important de souligner, c'est cette notion de en dehors des moments de fréquentation scolaire. Les enfants peuvent avoir des troubles du comportement sévères et très importants avec violence dans les contextes de forçage à la fréquentation scolaire. Donc, à minima, ça peut être de s'enfermer dans les toilettes, par exemple. Ça peut être aussi de frapper les parents, de se débattre, d'essayer de sortir de la voiture, ou au contraire, ou encore plus de menacer de se faire du mal, par exemple, dans les contextes de forçage. Mais ça, c'est finalement, c'est presque de l'ordre de la mécanique réactionnelle. Moi, j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il me parle. Après, vous trouvez l'exemple qui vous parlerait à vous, mais moi, je n'aimerais pas du tout sauter en parachute. Je peux à peu près intellectuellement concevoir qu'il y a des gens qui voudraient ça, par exemple, pour leur anniversaire. Mais franchement, moi, ça me dépasse. Je comprends pas l'idée, quoi. Parce que j'ai peur. Je n'ai pas du tout envie de sauter un jour en parachute. Si demain, quelqu'un avait la mauvaise idée de me dire si Marie, on a décidé de t'offrir ça et tu vas voir, c'est génial ici, il suffit de le faire, mais si, c'est pas si compliqué que ça et je t'assure, il y a plein de bonnes raisons de sauter en parachute et c'est formidable. Clairement, cette personne, qui a l'intention de me forcer à sauter en parachute, à minima, je vais dire non et je vais essayer de ne pas bouger. Et si elle insiste trop, je risque de devenir violente. En tout cas, je déploierai toute mon énergie pour ne pas rentrer dans cet avion, de ne pas en sauter. Donc, je prends cet exemple-là parce que c'est pour vraiment pouvoir illustrer le fait qu'aux yeux de l'enfant, ce qu'on lui demande à un moment donné en termes de fréquentation scolaire, c'est équivalent à mon problème par rapport au saut en parachute. Un autre critère qui est important, c'est le fait que les parents font ou ont fait des efforts raisonnables au cours de l'histoire du trouble pour assurer la présence à l'école.
et où les parents expriment le souhait que leur enfant suive une scolarité à temps plein. Donc ça, c'est un des critères qui, en tant que clinicien, est important pour pouvoir repérer si on est face à une problématique de retrait scolaire, une problématique mixte de refus scolaire anxieux, retrait scolaire, ou s'il n'y a que du refus scolaire anxieux. C'est un élément qui est quand même pas toujours facile à évaluer, je reviendrai là-dessus, mais parce que comme je vous le disais, il peut y avoir une ambivalence naturelle à la fréquentation scolaire à un moment donné pour une famille. Lorsque le refus scolaire anxieux il est installé, lorsque le moment de l'apparition a mis la famille dans une crise énorme, ou lorsqu'il y a eu des tentatives répétées de fréquentation scolaire qui se sont soldées par des échecs, ça a mené en fait l'enfant et ses parents dans un sentiment d'impuissance acquise, avec l'idée que les choses ne pourront pas changer. Et ben, mécaniquement, on peut avoir des familles, des parents qui vont être beaucoup moins mobilisés sur la question de retourner à l'école. Ça n'invalidera pas pour autant le diagnostic de refus scolaire anxieux. Donc, c'est là où, du coup, c'est important de pouvoir reprendre avec la famille l'histoire du trouble, tout ce par quoi ils sont passés jusqu'à présent, de manière à pouvoir aller explorer cette dimension-là. Mais c'est pas parce que, enfin, il est tout à fait raisonnable et entendable qu'une famille puisse avoir une ambivalence à retourner à l'école lorsque ça fait déjà des mois, voire des années, avec peut-être même des ruptures de confiance avec le système scolaire parce qu'il y a eu des mauvaises rencontres, des ruptures de confiance avec les systèmes de soins parce qu'il y a eu des rencontres qui n'ont pas été efficientes, qui font que du coup, il y a forcément cette question qui est un peu mise en suspens pour le moment. Et ça, sur le plan thérapeutique, le système, que ce soit le système de soins ou le système scolaire, va devoir pouvoir entendre ça pour pouvoir prendre la famille et l'enfant là où ils en sont à ce moment-là. Mais c'est aussi important que la famille et l'enfant entendent ce cheminement-là pour pouvoir accueillir l'idée que les choses ne sont pas figées, que ce qu'ils ressentent et les croyances qu'ils ont développées aujourd'hui, voilà d'où elles viennent, mais maintenant, vers quoi on se tourne. Voilà quelques précisions maintenant sur les critères du refus scolaire anxieux. Donc, c'est des choses dont j'ai déjà un petit peu évoqué. Les signes de réticence et de refus ne sont pas toujours observés. C'est le cas quand les parents n'essaient pas ou plus d'amener leur enfant à l'école. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, ça m'arrive en consultation de voir des familles dans lesquelles on ne voit plus les manifestations d'anxiété, mais parce que, par exemple, l'adolescent, il va éviter tout ce qui le rend anxieux. Typiquement, est-ce que prendre les transports en commun, ça te stresse? Ah non, ça ne me stresse pas du tout. C'est quand la dernière fois que tu les as pris, c'était il y a 2 bonnes années et demie. Ok, on ne peut clairement pas, là, ici, exclure le fait qu'il y a une anxiété à l'idée de prendre les transports en commun. C'est juste que comme l'enfant évite, on ne la voit plus. Les enfants peuvent être présents dans l'établissement tout en étant absents de la salle de classe. Donc, c'est ce qu'on va appeler de l'absentéisme à l'école. Donc, c'est quand même une forme d'évitement. Et les enfants peuvent fréquenter la salle de classe tout en éprouvant une détresse émotionnelle. C'est particulièrement vrai, ça, chez les élèves de primaire. On l'a aussi chez les adolescents, mais chez les élèves de primaire qui peuvent comme ça se contenir toute la journée. Et des fois, l'instituteur ou l'institutrice, même avec la meilleure volonté du monde, ne pourra pas faire le constat d'une anxiété à la fréquentation scolaire. Ce qui peut parfois amener aux fameuses phrases « vous voyez, on ne voit rien à l'école, c'est bien que c'est un problème avec la maison ». Et là, de nouveau, on est en fait dans une vision réductrice des choses, et ça sera peut-être d'ailleurs mon message principal de la matinée, c'est qu'on ne va pas pouvoir réduire la survenue du refus scolaire anxieux ni son accompagnement à la responsabilité d'un système, que ce soit le système familial, que ce soit le système scolaire ou le système de soins. C'est le résultat et le fruit d'une interdépendance entre tous ces systèmes-là. Il va falloir aussi que tout le monde se mette autour de la table pour pouvoir travailler à sa résolution. Donc tout ça, j'en ai un petit peu déjà parlé aussi. L'anxiété peut se manifester sous la forme de comportements violents, cris, insultes, hétéro-agressivité envers le parent ou les enseignants, frapper contre les murs, etc. Comme lors du départ à l'école ou lors de moments de détresse émotionnelle à l'intérieur de l'école. Ce cas de figure ne doit pas être considéré comme la présence de comportements antisociaux graves. Et déterminer si les parents ont fait des efforts raisonnables pour assurer la présence de l'enfant à l'école peut s'avérer complexe. Au-delà du parent exprimant simplement à l'enfant son désir qu'il aille à l'école, l'exploration doit porter sur les tentatives répétées pour résoudre le problème. Ces efforts peuvent par exemple inclure le fait de sortir l'enfant du lit, de contacter le personnel de l'école, de prendre rendez-vous avec d'autres professionnels pour chercher des solutions, etc., etc. Ce qui est quand même important dans le travail, et notamment de la part des soignants, je crois qu'on peut faire avec les familles,
c'est de pouvoir rapidement désamorcer ce dernier point-là pour pouvoir avoir le tableau le plus précis possible et surtout le plus authentique possible, de manière à avoir en fait une vraie alliance thérapeutique et savoir où est-ce que la famille en est dans son rapport aussi à la fréquentation scolaire. Je fais un pas de côté par rapport à ces questions de critères et je reviens un peu plus sur des aspects cliniques. Et concernant aussi le début du refus scolaire anxieux et l'installation des troubles. Le refus scolaire anxieux, classiquement, ça commence généralement par des absences un peu perlées, pas toujours, on peut avoir des débuts un peu fracassants, mais on a quand même souvent un peu un absentéisme qui a été plus ou moins passé sous silence au préalable, donc des absences qui sont répétées, itératives, ponctuelles, avec cette allure-là. Une anxiété anticipatoire qu'on retrouve souvent en fin de week-end et pendant les vacances. Une des grandes difficultés avec le refus scolaire anxieux, c'est le fait qu'il y a une grande fluctuation des symptômes qui, d'ailleurs, retardent parfois le début des soins et le travail thérapeutique, puisque finalement, on va avoir des enfants qui ont des gros symptômes anxieux dans les périodes de fréquentation scolaire, mais qui, sur les moments de vacances, alors ça peut être les petites vacances, mais alors le plus classique, c'est les vacances d'été. Ça peut être des enfants qui, s'il n'y a pas de complications avec un épisode dépressif, par exemple, c'est des enfants qui peuvent aller plutôt bien, voire très bien. Et c'est ça qui est aussi un peu décontenançant, qui peut décontenir en tout cas l'entourage et qui peut retarder l'accès aux soins parce qu'il n'est pas rare que l'enfant, comme ses parents, ait cette idée de « ouais, mais là, c'est vrai que ça va mieux en ce moment, c'est sûr qu'en fait, il avait besoin de se reposer pendant les vacances. Au retour des vacances, ça ira mieux. » La triste réalité, c'est que généralement, non, ça ne va pas mieux. Mais que du coup, on y a tous cru et c'était plutôt sympa d'y croire. Mais malheureusement, ça ne s'est pas produit comme, ça ne s'est pas terminé comme on l'espérait. Les enfants, ils croient de manière assez authentique cette idée aussi, cette pensée magique qu'en septembre, ça ira mieux. On a vraiment tous envie d'y croire. Moi, je passe beaucoup de temps et d'énergie dans mes consultations en fin d'année scolaire, alors que ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, qu'on a mis en place des emplois du temps adaptés, etc. Et c'est très souvent que les familles ont envie de dire « oui, mais en septembre, on pourrait quand même faire une rentrée à temps plein parce que peut-être que ça va le faire ou comme ça, ils pourraient faire comme tout le monde. » Et en fait, l'expérience m'a montré que c'est une idée qui est pleine de bonnes intentions, mais c'est rarement une très bonne idée parce que c'est un peu comme si le refus scolaire anxieux, c'est comme si on avait une grosse fracture à la jambe finalement. Et il faut se dire qu'il va falloir plâtrer, qu'il va falloir faire de la rééducation et que ce qu'on va essayer d'éviter, c'est un claquage de début d'année. Moi, l'expérience m'a montré que finalement, les patients qui acceptent malgré tout un emploi du temps adapté en septembre, on va pouvoir monter en charge progressivement et on a des patients pour lesquels on monte en charge même assez vite au cours du mois de septembre, mais c'est souvent moins dommageable que cette envie qui est très, qui est tout à fait entendable, de se dire on va faire comme tout le monde à la rentrée, puis on verra bien ce qui se passe. Un autre élément, moi, qui m'interroge dans ces choix-là, c'est que le risque qu'on prend, c'est de se retrouver en situation d'échec. Et ça, c'est rarement bon pour la santé, finalement, d'être en situation d'échec. Je me dis, il vaut mieux peut-être commencer un peu bas et réaugmenter progressivement, ce qui nous permettra d'être en situation davantage de réussite. Pour terminer sur cette fluctuation des symptômes, il y a un autre faux ami, malheureusement, dans le refus scolaire anxieux, parce que c'est quand même un trouble un peu surnois. C'est les fins d'année à examen. L'exemple le plus classique, c'est le brevet. C'est des patients qui ont réussi plus ou moins à aller à l'école, voire qui ne sont pas allés du tout de toute l'année de troisième. Et ils réussiront, certains d'entre eux, à aller passer le brevet. Ils se présenteront sur les 1, 2 ou 3 jours d'épreuve, ils feront leurs euros s'il y en a, etc. Et donc, on finit l'année avec cette illusion que finalement, c'est le signe que ça va mieux, c'est le signe que ça ira mieux à la rentrée. En plus, c'est le lycée l'année prochaine, ça sera un nouvel établissement, etc., etc., etc. Pareil, l'expérience m'a montré que ce n'est pas forcément le cas. C'est bien sûr très chouette d'avoir pu faire le brevet. C'est une occasion de se réjouir, c'est une occasion de fêter ça en fin d'année, de faire la fête pendant les vacances, etc. C'est très chouette. Mais ce ne peut pas être considéré comme le signe que le refus scolaire anxieux aurait disparu, par exemple.
Donc ça, c'est vraiment un faux ami. Les manifestations somatiques au premier plan, ça, bien entendu, je pense que c'est un peu dans la tête de tout le monde. Un autre élément qui est quand même important sur le plan clinique dans le refus scolaire anxieux, c'est le fait que moi je dis qu'il n'y a pas d'objet phobique constitué. Les enfants, ils sont généralement en difficulté pour dire ce qui les empêche d'aller à l'école. Et les adultes autour d'eux ont cette bonne phrase, là, cette bonne question qui revient en permanence de mais pourquoi est-ce que tu as peur d'aller à l'école? Qu'est-ce qui est difficile? Pourquoi tu n'arrives pas à y aller? Et on pose cette question une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Généralement, l'enfant ne sait toujours pas quoi répondre. Le souci étant qu'à terme, ça peut entraîner ce qu'on va appeler des rationalisations secondaires, du type je ne vais pas à l'école parce que je me suis fâchée avec le ou la prof de maths, parce que je me suis disputée avec Martin ou Martine, ou parce que je m'ennuie à l'école, etc., etc. Je ne dis pas que ce ne sont pas des événements qui n'arrivent pas dans la vie de l'enfant, parce que ce sont des choses qui sont arrivées et qui ont du sens pour lui, mais on ne peut pas réduire la survenue du refus scolaire anxieux à ces éléments-là. C'est pour ça que je parle de rationalisation secondaire, c'est qu'à force de poser cette question à l'enfant, l'explication et le sens qu'il va donner à son refus scolaire anxieux vont se réduire à ces petits éléments qui sont les seuls qui sont accessibles à lui finalement. Et c'est pour ça que j'ai coutume de dire que c'est bien de poser la question une fois, puis après, il faut arrêter de la poser et il faut prendre les choses par un autre bout, parce que le risque de renforcer trop ces rationalisations secondaires, c'est que l'enfant, voire même ses parents, ne vont bientôt plus être disponibles pour aller explorer d'autres bouts de la pelote finalement, mais l'enfant surtout risque de hyper focaliser sur ces éléments-là. Installation et des difficultés et organisation familiale. Bon, là, j'interviens dans le cadre d'une association de parents, donc je n'ai absolument rien à vous expliquer ou à vous dire de ce côté-là, mais on est bien évidemment en présence de moi, ce que j'appelle un tsunami. Quand je fais des formations pour les soignants, j'aime bien utiliser cet exemple. Je leur dis, imaginez que vous êtes parent d'un enfant de 6 ans et d'un enfant de 10 ans, du jour au lendemain, il ne va plus à l'école. Qu'est-ce que vous faites ? Je parle vraiment même sur le plan logistique et organisationnel. Comment est-ce qu'on gère tous les matins? Comment est-ce qu'on gère tous les midis, tous les soirs? On n'est pas face à un enfant qui va avoir une grippe, ça va durer 15 jours. On est face à quelque chose qui va durer longtemps. Et donc, c'est un sacrément gros bazar. Il y a ces aspects organisationnels, mais il y a aussi, bien sûr, la question de la santé mentale de cet enfant-là et bien sûr de son devenir académique et pédagogique. Du côté de l'école, on observe plusieurs mouvements. On a de la chance quand même. Souvent, il y a des écoles qui, en première intention, sont plutôt bienveillantes. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même souvent le cas, je trouve. Mais à terme, l'école va finir par rapidement s'épuiser, proposer des rendez-vous, des aménagements, essayer d'être compréhensibles. Ils ont l'impression de faire beaucoup. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup. Mais comme souvent, les résultats ne sont pas au rendez-vous, on va avoir un épuisement du côté de l'institution scolaire, ce qui, à terme, peut faire que l'école va commencer à développer des contre-attitudes vis-à-vis de l'enfant et de sa famille. Et moi, j'appelle ça des rigidifications, ce qui peut à terme mener du conflit, en fait. Et là, on sait qu'on ne prend pas le bon chemin. Bon, le plus gros risque avec le refus scolaire anxieux dans son évolution, c'est le repli au domicile, le risque de rupture progressive à l'extérieur et la survenue d'un épisode dépressif et éventuellement des troubles du comportement, ce qui est quand même assez fréquent. Les épisodes dépressifs, on est à peu près dans un cas sur deux. J'essaye d'avancer un peu plus vite parce que je suis sacrément en retard. Christelle et Audi, il ne faudra pas hésiter à me dire s'il faut que je réduise ou… Il n'y a pas de souci, on viendra te timer. Ok. Bon, ça rapidement, c'est peut-être une précaution inutile à prendre, mais l'anxiété, elle prend différentes formes chez l'enfant et l'adolescent. On est loin de l'image classique de l'enfant qui tremble comme une feuille ou qui est recroquevillé en boule, tremblotant et pleurant. L'anxiété, ça peut se manifester par des verbalisations, tout simplement dire non, c'est un stress, je suis anxieux. Des symptômes somatiques, ça se traduit aussi par de la colère, de l'irritabilité, du refus, de l'opposition, des rationalisations et des négociations. Ça, c'est les deux aspects dont je parlais tout à l'heure. Les contextes d'apparition. Il y a plusieurs études qui nous ont montré que généralement, le refus scolaire anxieux apparaît à des moments un peu clés dans la vie de l'enfant. Ça peut être des moments comme des rentrées scolaires, retour de vacances, changement de cycle d'enseignement. On a aussi des événements qui sont à valeur de rupture, déménagement, séparation. Ça peut être séparation avec certains membres de la famille ou séparation des parents, mais séparation avec les membres de la famille. Ça peut être par exemple l'aîné
qui part faire ses études supérieures en dehors du foyer, par exemple. Décès d'un proche, départ d'un camarade, maladie de l'enfant ou d'un membre de la famille, etc. En ce qui concerne les maladies, il n'est pas rare qu'il y ait un refus scolaire anxieux qui peut se déclencher suite à une maladie grave chez un parent, mais c'est souvent dans l'après-coup. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je retrouve souvent dans ma pratique, que ça soit, par exemple, un cancer chez un des deux parents ou un burn-out, ce qui sont souvent les deux troubles moi, que je retrouve les plus fréquemment. C'est souvent au moment où le parent commence à aller un peu mieux. Des fois, c'est au moment de la reprise du travail. Je trouve qu'on peut avoir le début du refus scolaire anxieux. Et également, ensuite, des contextes de difficultés relationnelles, donc des difficultés dans les habiletés sociales, des contextes de harcèlement, de raquettes ou encore de conflits avec un professeur. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des facteurs précipitants. Moi, dans ma pratique clinique, j'appelle ça des starters avec mes patients. Ce ne sont que des starters. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu le truc qui aurait mis un peu le feu aux poudres, on pourrait dire ça comme ça. Et ce que j'aime dire de ces starters-là, c'est qu'il ne faut pas s'y accrocher, mais il ne faut pas les banaliser non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que ne pas s'y accrocher, c'est qu'on ne peut pas réduire la survenue du refus scolaire anxieux ni son accompagnement à ces éléments-là. Tout ne peut pas trouver son origine dans le décès d'un membre de la famille, dans un déménagement ou dans un conflit avec un professeur. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la thérapie ne va pas pouvoir travailler uniquement sur ces éléments-là. Ça ne donnera rien sinon. Mais on ne peut pas les banaliser pour autant. Ce serait déraisonnable de la part de l'entourage et encore plus de la part des professionnels de trop banaliser ces aspects-là parce qu'ils sont importants dans la compréhension de la situation, qui constituent des points potentiels de résistance au moment du traitement, mais c'est aussi potentiellement des points de ressources lors d'intervention. En tout cas, souvent, l'enfant, il a besoin d'être entendu de ce côté-là et la famille aussi. Alors, voilà un petit iceberg que j'aime beaucoup partager et que je fais systématiquement à chacune de mes consultations sur cette problématique-là. Donc, il y a l'absentéisme tout en haut parce que ça, c'est vraiment le symptôme qui gêne et c'est l'aspect visible de la problématique. Le refus scolaire anxieux que j'aime bien me positionner sur cette ligne de flottaison puisqu'on a bien vu tout à l'heure que des fois, on n'a pas que un refus scolaire anxieux, par exemple. Et en fait, c'est de se dire, le refus scolaire anxieux, c'est sous cette ligne d'eau, sous cette ligne de flottaison, on va retrouver un ou plusieurs troubles anxieux. Donc, dans le refus scolaire anxieux, on va dire que le top 3 des troubles anxieux les plus fréquents, c'est l'anxiété de séparation, l'anxiété sociale, donc ce qu'on appelait avant la phobie sociale ou l'anxiété de performance, et le trouble panique avec ou sans agoraphobie. La majorité de nos patients présentent un de ces troubles anxieux ou plusieurs de ces troubles anxieux. Malheureusement, certains ont vraiment le trio gagnant. Il y a aussi ce que moi j'aime bien appeler, parce que j'aime bien faire un peu d'humour quand même, les profils salade composée, c'est-à-dire ce sont les patients pour lesquels on ne va pas avoir un trouble, un de ces trois-là véritablement pur, on va avoir en fait quelques symptômes de chacun d'entre eux, ce qui font qu'ils ont une forme un peu de trouble anxieux un peu nébuleux. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de salade composée. Et puis après, on peut avoir d'autres troubles présents aussi. Par exemple, quelque chose d'assez classique, c'est l'hémétophobie, notamment chez les adolescents. L'hémétophobie, c'est la peur de vomir. Donc, dans le refus scolaire anxieux, il n'est pas rare d'avoir plusieurs troubles anxieux comorbides. Ça, c'est vraiment mécanique. Quand on souffre d'un trouble anxieux, on est plus sujet à souffrir d'autres troubles anxieux. On peut avoir comme ça une sorte de halo anxieux qui va se développer. On peut avoir des troubles anxieux subcliniques, donc c'est-à-dire que en fait, on a une légère forme d'anxiété de séparation, une légère forme d'anxiété sociale, une légère forme de trouble panique, et tout ça mis bout à bout, ça nous fait une nébuleuse anxieuse qui est quand même très handicapante. Et il va y avoir aussi présence de d'autres troubles. Des études nous disent que dans environ la moitié des cas, il va y avoir au cours de l'histoire du trouble un épisode dépressif. Ça, c'est vraiment une des choses qu'on essaye d'éviter le plus pour nos patients. Malheureusement, ça reste assez fréquent. Mais si on peut s'épargner un trouble dépressif qui s'installe en fait quand le refus scolaire anxieux dure trop longtemps, lorsqu'il est trop intense. Et il y a également des comorbidités qui sont assez fréquentes. Ça peut être des déficiences intellectuelles, des DIS, quelles qu'elles soient, du TDAH, un trouble psychotique qui émerge au moment de l'adolescence, etc., etc. Et ces comorbidités, on va aussi les prendre en considération dans l'accompagnement thérapeutique. J'avance un peu, ça c'était du blabla sur redéfinir les différents troubles et la manière dont ils s'expriment à l'école. Je préférerais passer du temps sur autre chose. Si jamais finalement il nous reste du temps, il sera toujours temps de revenir là-dessus. Je vais
aller plutôt du côté de mes diapos là et de ma réflexion sur les systèmes créatifs, le refus scolaire anxieux, puisque j'avais décidé d'accepter de rendre une copie sur cette question-là. Et donc, voilà les systèmes tels que moi, je les ai pensés dans ma réflexion sur cette question-là, avec la famille et l'enfant, bien sûr, l'école, mais aussi le soin. Puisque finalement, je ne pense pas que ça puisse être raisonnablement qu'une question entre l'école, l'enfant et sa famille, le refus scolaire anxieux, puisque à un moment ou à un autre, la famille va rencontrer des professionnels du soin et on sait tous qu'il va y avoir des rencontres qui vont être plus ou moins efficientes. Je crois qu'il faut se dire qu'il s'agit d'une trajectoire avant tout. Ce n'est pas un système ou les systèmes qui sont la cause du refus scolaire anxieux, mais on est vraiment plutôt sur une trajectoire individuelle, la trajectoire d'un enfant, où il va y avoir comme ça plein d'ingrédients qui vont se rencontrer à un moment donné, et malheureusement, ça va se dégrader en refus scolaire anxieux. Donc, il s'agit d'une trajectoire dans laquelle chacun a sa part. Chacun, quand je dis chacun, c'est chacun des systèmes, hein, peut avoir sa part en termes de facteurs de maintien ou d'aggravation, c'est-à-dire que la famille peut être facteur de maintien ou d'aggravation, l'école peut être facteur de maintien ou d'aggravation, l'enfant lui-même, selon son propre profil, peut être facteur de maintien ou d'aggravation, et le soin également. Mais tous ces systèmes aussi peuvent être bien sûr facteurs d'amélioration, et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Du coup, comme j'étais partie sur cette question de trajectoire, j'ai eu envie de partager 2 schémas avec vous. Donc là, c'est à titre d'exemple des trajectoires personnelles. Il y en a comme il y a autant d'enfants et de familles. Mais j'ai décidé de partager avec vous l'exemple d'Emma qui a un refus scolaire anxieux qui est sous-tendu par une anxiété de performance, qui a des symptômes dépressifs légers, une très faible estime d'elle-même et a priori un TDAH. Et quand on reprend un peu la trajectoire d'Emma, on voit qu'en maternelle, il n'y avait pas de difficultés. En primaire, des difficultés d'attention et de concentration. Et au niveau de la famille, il y avait des conflits autour des devoirs qui étaient comme ça assez récurrents. Et pourquoi est-ce que je le note? Parce que on sait que dans une famille, plus il y a de conflits autour des devoirs, plus ça augmente mécaniquement le risque qu'à un moment donné, l'enfant il présente une anxiété de performance. Mais attention, ce n'est pas un risque on n'est pas sur un lien de cause à effet. Il y a des patients qui ont des anxiétés de performance pour lesquels il n'y a jamais eu le moins de conflits sur les devoirs à la maison. Et à contrario, il existe de par le monde plein de familles dans lesquelles il y a des énormes conflits sur les devoirs et plein d'enfants qui ne développeront jamais d'anxiété de performance. Au collège, on l'a décrit dans la lune avec une chute comme ça de ses résultats académiques. Et au premier trimestre de 4e, il y a le TDAH là, qui commence à vraiment devenir gênant, des réflexions des enseignants et des heures d'école. 3e trimestre de 4e, anxiété de performance qui flambe, une dépréciation de soi très importante et bam, la fameuse fracture dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas tant de se dire que c'est un élément à un moment donné qui a créé le refus scolaire anxieux, mais en fait, c'est une accumulation comme ça de plein d'éléments à travers le temps qui, pris isolément, ne sont pas la cause définitive du refus scolaire anxieux. Il y a aussi quand même un facteur chance ou malchance, en tout cas, très important. Et ça, c'est valable finalement dans tous les troubles somatiques. On sait tous autant qu'on est qu'il y a des facteurs de risque pour développer certaines formes de cancer. Mais on connaît aussi tous l'histoire de quelqu'un qui n'a jamais fumé de sa vie, n'a jamais bu, qui est marathonien et qui a un cancer des poumons. C'est aussi des choses qui arrivent. Voilà un modèle que j'aime beaucoup, beaucoup partager avec les familles en thérapie lorsque vient à un moment donné dans la thérapie la question de pourquoi nous, pourquoi notre enfant et pourquoi maintenant. C'est ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial en santé mentale, qui est un modèle qui part du principe que tout trouble en santé mentale trouve son origine dans des aspects biologiques, des aspects psychologiques et des aspects sociaux. Sur les aspects biologiques, on a bien sûr les aspects génétiques, le fait que, par exemple, on a des réactions physiologiques au stress qui sont différentes. On n'est pas égaux par rapport à ça. Chez certaines personnes, un bruit soudain va les faire beaucoup sursauter ou une situation de peur va faire que très rapidement, ils vont avoir une forte sudation, une augmentation très rapide de leur rythme cardiaque. Chez d'autres personnes, on n'aura pas ces réactions physiologiques au stress très intense. Et donc, forcément, elles sont moins à risque, par exemple, de développer un jour des attaques de panique. C'est vraiment purement biologique. On a aussi la santé physique de manière générale et, par exemple, aussi la réponse au traitement. Certains patients réagissent très bien à des traitements de première intention,
les traitements médicamenteux, et puis d'autres moins bien. Et donc, du coup, ça crée aussi des facteurs de protection ou des facteurs de vulnérabilité pour développer certains troubles. On a aussi les aspects psychologiques, la santé mentale de manière générale, l'estime de soi, qui est une variable de protection de pas mal de choses, les émotions, quelles sont les émotions par lesquelles on est traversé et l'intensité par lesquelles on est traversé, les croyances que l'on a, c'est-à-dire qu'à situation égale, selon qui nous sommes, on ne va pas avoir la même lecture de la situation. Par exemple, si moi, à un moment donné, je bafouille pendant ma présentation avec vous, ou je dis une phrase qui a une mauvaise syntaxe, etc. Si j'ai des croyances me concernant autour du fait que je peux avoir l'air ridicule, si j'ai une mauvaise estime de soi, de moi-même de base, et si j'ai une personnalité un peu perfectionniste, globalement, je risque d'être un peu déprimée sur la fin de la journée, là, parce que je vais passer ma fin de journée à ruminer sur tout ce que j'aurais fait de traviole dans ma présentation. Si par contre, j'ai une estime de moi plutôt pas mal, j'ai des croyances assez souples sur ce qui devrait être fait ou pas, et que finalement, je suis aussi assez confortable avec l'idée de faire des trucs pas parfaits, forcément, je vais moins ruminer ces choses-là. Et toutes ces pierres mises bout à bout vont faire mécaniquement que je vais lire les événements différemment par rapport au premier cas que je vous ai donné. Bien sûr, les compétences intellectuelles, c'est aussi des éléments qui sont importants sur ces aspects psychologiques. Et enfin, les aspects sociaux, selon les proches que l'on a, la famille que l'on a, le modèle éducatif dans lequel on grandit, la culture dans laquelle on évolue, les catégories socio-professionnelles auxquelles on est confronté, le milieu scolaire dans lequel on grandit, les loisirs et bien évidemment les événements de la vie sur lesquels on n'est pas tous égaux. Je vous ai mis du coup pour illustrer ça un exemple. Alors j'aurais pu en mettre 10 des exemples puisqu'en fait comme je vous disais, il y a autant d'exemples qu'il y a de situations, mais c'était vraiment à titre d'illustration cette question des systèmes. C'est l'exemple d'une adolescente que je vois en thérapie qui souffre d'hémétophobie, donc c'est la peur de vomir, et d'anxiété sociale et d'anxiété de performance. Sur le plan biologique, elle a fait pas mal de malaises vagos quand elle était enfant, cette adolescente. Elle a pas mal de réactions physiologiques assez intenses dans tout un tas de situations, et notamment lorsqu'il fait chaud. Et elle a aussi une digestion qui est assez sensible, donc elle peut avoir rapidement des troubles digestifs. Dès qu'un repas est un peu lourd, elle va être gênée, etc. Sur le plan biologique, toujours, le père a lui-même un antécédent de troubles de l'anxiété sociale. Et il y a pas mal d'antécédents familiaux, de dépression et de troubles bipolaires dans la famille de cette adolescente. Sur le plan psychologique, elle était décrite dans l'enfance comme timide. Elle a un très haut niveau de perfectionnisme, ce qui peut l'empêcher de faire des choses, puisqu'elle va refuser de faire certaines choses si elles ne sont pas parfaites. Donc, c'est assez handicapant, un niveau de perfectionnisme trop élevé dans la vie, puisque du coup, on se met à éviter. Parce que sinon, on prend le risque de ne pas faire parfaitement. Si moi, par exemple, j'étais trop perfectionniste, j'aurais pu très bien dire non, je n'ai pas participé au congrès ce matin parce que comme je ne vois pas les gens, je n'ai pas de feedback, ça va être trop inconfortable, je vais forcément moins bien faire les choses, etc. Donc, j'évite. Ce qui est forcément un peu handicapant quand même pour pouvoir, si mon objectif dans la vie, c'est de pouvoir travailler sur le refus scolaire anxieux et de pouvoir partager et échanger cette thématique-là. Cette adolescente, elle a aussi une personnalité donc anxieuse, un fort besoin de prévisibilité. Elle a tendance à éviter la nouveauté, une rigidité des pensées. Donc ça, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, elle a des croyances assez rigides et une difficulté à modifier ses croyances. Ce qui fait que, par exemple, elle a du mal à capitaliser sur une nouvelle expérience. Elle réussit à faire quelque chose qu'elle pensait impossible. Et comme elle a sa rigidité de pensée, par exemple, je sais pas moi, un truc classique, elle va finalement réussir à faire quelque chose. Elle va avoir tendance à minimiser cette réussite parce que ses pensées, sa croyance de je suis incapable de est tellement rigide que du coup, elle est peu réceptive au fait que des fois, elle est capable. Et donc, lorsqu'elle est anxieuse, cette adolescente, elle a aussi tendance donc, à avoir des comportements d'évitement et des comportements de défiance avec provocation, ce qui fait que d'ailleurs, au quotidien, ce n'est pas toujours très agréable pour son entourage. Sur le plan social, on est dans une famille dans laquelle le père a des exigences académiques assez fortes depuis la petite enfance de ses enfants. Donc là, maintenant, avec le refus scolaire anxieux, il est en train un peu d'assouplir les choses, mais forcément, ça a fait partie aussi des petites briques qu'on retrouve dans cette constellation-là. La famille a une expérience très douloureuse de l'école parce qu'en fait, le frère a été victime de beaucoup de harcèlement lorsqu'il était, il a un grand frère lorsqu'il était petit, ce qui fait que c'est une famille qui a une vision de l'école comme un lieu peu sécure pour ses enfants.
L'enseignant de CE2 de cette adolescente était un enseignant très, très exigeant dans lequel il y avait, dans sa classe, il y avait énormément de punitions. Donc ça, c'est un élément aussi qui a été important dans l'histoire de cette adolescente. Récemment, elle a été en gros conflit avec sa meilleure amie qui était un peu sa bouée de sauvetage au lycée. Donc, du coup, il n'y a plus de bouée là actuellement. Et la maman a fait un burn-out il y a 2 ans. Donc, vous voyez, ici, c'est vraiment un modèle très illustratif. Moi, en tout cas, je partage ça souvent avec les familles de mes patients parce que je trouve que c'est éclairant de pouvoir un peu… Enfin, déjà, c'est une question très légitime de se demander pourquoi nous, pourquoi notre enfant, pourquoi maintenant. Et ça permet aussi déjà d'entrevoir énormément de leviers. Là, quand on voit ce triptyque, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de leviers sur lesquels on peut travailler pour améliorer la situation. Marie, Ouais, je peux te dire 10 minutes encore pour avoir le temps des questions-réponses. impeccable, super, parfait. Alors moi, j'ai choisi aussi d'aller un peu plus loin que la place du système dans finalement l'origine du refus scolaire anxieux. Je me suis dit, mais aussi quelle place du système dans l'accompagnement du refus scolaire anxieux. Et j'en reviens à ce schéma-là sur les acteurs de la prise en charge. On ne pourra pas faire l'économie de travailler avec la famille, avec l'école et avec les professionnels du soin. Le refus scolaire anxieux, c'est un trouble qui est quand même bien particulier pour les professionnels de soins qu'on est parce que en fait, c'est vraiment un trouble pour lequel on ne va pas pouvoir travailler en tant que thérapeute dans notre bureau. On ne pourra pas faire l'économie de ne pas travailler avec l'école. Et pour l'école, c'est aussi assez particulier comme problématique parce que finalement, dans le refus scolaire anxieux, l'école, qu'elle le veuille ou non, même si ce ne sont pas des professionnels du soin, ils vont être un lieu de soins. Et c'est ça qui est quand même pas simple pour les établissements scolaires parce que finalement, la fréquentation scolaire va devenir un lieu d'expérimentation et moi, de mes yeux de psychothérapeute, ça devient en fait un terrain thérapeutique. Sauf que dans l'école, en fait, les professionnels, ce n'est pas des thérapeutes. Et c'est là où finalement, tout le monde a besoin d'être accompagné parce que souvent, ce qui est fait ou ce qui est mal fait est fait par méconnaissance parce que ce n'est pas leur travail. Et j'entends que ce n'est pas leur travail, mais en fait, dans la rescolarisation tout particulièrement, on ne pourra pas faire autrement que d'accepter à un moment donné d'être un lieu d'expérimentation thérapeutique. Quelques notions clés juste pour rappel. On parle souvent d'urgence thérapeutique pour le refus scolaire anxieux. C'est très vrai. Quand on dit urgence thérapeutique, il faut juste avoir en tête qu'on parle d'urgence parce qu'il faut débuter les soins rapidement. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'un refus scolaire anxieux, ça ne se soignera jamais rapidement. Là, moi, je pratique les thérapies cognitives et comportementales. Des fois, on peut dire, on nous vend un peu des protocoles là, en 6 semaines, 10 séances, des trucs de ce genre-là. Dans le refus scolaire anxieux, ça, on peut oublier. Franchement, entre le début du trouble et le moment où on va vraiment arrêter les soins avec l'adolescent, où on va se dire on se voit 1 fois par trimestre, moi, les patients pour lesquels ça avance le plus vite, on est plutôt sur des accompagnements qui durent 1 an et demi. Chez les patients pour lesquels ça va le plus vite. Donc, c'est ça toute l'ambivalence, c'est se dire qu'on est dans une urgence thérapeutique, mais on est dans un processus qui va être long. Quand je dis 1 an et demi, ça ne veut pas dire 1 an et demi sans fréquentation scolaire. Il y en a plein qu'on va rescolariser assez rapidement, d'autres non, et certains oui. Mais par contre, ce n'est pas une rescolarisation à temps plein. Et ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est ça aussi qui, des fois, peut faire que finalement, ça va un peu tirer entre le soin, la famille et l'école, parce que cette temporalité-là, tout le monde ne l'a pas en tête. On n'est pas sur la même temporalité. Souvent, dans les écoles, on peut avoir cette idée de, bon, OK, pendant 15 jours, on fait ça, et puis 15 jours après, on fait ça. Si c'est possible, oui, très bien, faisons-le. Mais si ce n'est pas possible, ça ne sera pas surprenant non plus. Donc, c'est ce que je vous dis, une urgence, mais un parcours long. Donc là, je vous ai mis 2 ans ou plus, parce que globalement, si je moyenne un peu les choses, on sera de cet ordre-là, mais il y a des patients pour lesquels ça va plus vite. Ça sera une prise en charge qui sera nécessairement pluridisciplinaire. Il faut prendre en charge le trouble sous-jacent et la rescolarisation. On ne peut pas, dans le refus scolaire anxieux, uniquement se dire on va aller traiter les causes de l'anxiété. C'est très bien de le faire, mais il y a des études qui ont montré qu'on peut améliorer les troubles anxieux chez un enfant, mais si on ne
fait pas un protocole thérapeutique de rescolarisation, on améliorera l'anxiété, mais on ne rescolarisera pas. Et ça serait quand même dommage. Et risque de rechute, ça c'est très important et on essaye à tout prix d'éviter l'aggravation et la chronicisation des troubles. Allons-y pour nos différents systèmes. Qui fait quoi? Alors, je n'ai pas fait de diapo spécifique sur le soin, puisque moi, comme je suis soignante, j'ai fait des diapos pour l'enfant, la famille et l'école, mais du point de vue d'une soignante. Donc, globalement, il y a forcément le système de soins tel que je le conçois qui est réparti un peu sur toutes ces diapos-là. L'enfant, on va travailler avec lui sur, bien sûr, le diagnostic et la prise en charge du ou des troubles sous-jacents. Il va falloir faire un vrai travail sur l'hygiène de vie, être vigilant sur le sommeil, avoir un rythme de vie qui soit école compatible. C'est vraiment important, même s'il n'y a pas de fréquentation scolaire. Avoir un bon sommeil, c'est-à-dire se coucher tôt, se lever tôt, ne pas dormir dans la journée, c'est aussi un facteur de protection contre un épisode dépressif majeur. Donc moi, mes patients qui ne vont pas à l'école, je suis hyper à cheval sur leurs heures de sommeil, sur le temps qu'ils passent sur les écrans et aussi ceux qui mangent. Je veux qu'ils mangent des fruits et des légumes, pas 5 par jour, ça je m'en fiche, mais ils en mangent un peu quand même. Ce n'est pas que des cornflakes à toute heure de la journée et ils sortent de la maison. Favoriser les activités avec les pairs et la séparation et programme de rescolarisation progressive. Du côté de la famille, il sera très important de pouvoir soutenir et déculpabiliser. La culpabilité, elle est énorme dans le refus scolaire anxieux. C'est systématique cette question de on fait quoi? Plus de bâtons, plus de carottes, on a essayé la carotte, on a essayé le bâton. Je veux dire, les familles, elles ont fait ce qu'elles ont fait au moment où elles l'ont fait parce qu'en fait, elles croyaient à ce moment-là que c'était la chose à faire. Elles le croyaient parce que c'était dans leur représentation de comment accompagner mieux son propre enfant. Elles l'ont fait donc avec bonne volonté ou elles l'ont fait parce que c'est les conseils qu'elles ont reçus de la part de leur entourage, de l'école ou du soin. Donc en fait, jusqu'à présent, on a fait comme on pensait qu'il était bon de faire. Travailler sur les facteurs de maintien et d'aggravation des troubles, puisque la famille aussi a sa part à jouer sur la manière dont on peut aggraver ou maintenir les troubles anxieux d'un enfant, ou au contraire de la manière dont on va pouvoir les diminuer. Le parent, il est co-thérapeute du travail de rescolarisation. On fait aussi beaucoup de guidance parentale pour les moments clés, notamment le matin. Enfin, je veux dire, c'est un boulot énorme d'être confronté le matin à un enfant qui fait un refus scolaire anxieux. Donc, c'est quand même important d'accompagner les familles là-dedans. La question du retentissement familial, bien entendu. Le maintien d'une bonne hygiène de vie, j'en ai parlé. Maintenir la qualité de la relation parent-enfant et limiter, j'ai oublié un L, le risque de violence intrafamiliale, ça c'est quand même important. Des fois, on accueille des familles qui sont arrivées à un point où tout est devenu sujet de conflit. C'est à couteau tiré entre l'enfant et ses parents. On est parfois dans des cadres de violence intrafamiliale, pas forcément de violence physique, mais de violence verbale. Et ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon pour la santé à l'échelle d'une vie entière. La scolarité, c'est qu'un seul moment de la vie. Ce qui est important à un moment donné, c'est que l'enfant ressorte avec le niveau de handicap le plus bas possible de son épisode de refus scolaire anxieux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des patients qu'on ne rescolarisera pas, ou peu, voire jamais dans certains cas. Je pense notamment aux grands adolescents que je vois. Dans ces cas-là, moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils ressortent avec le niveau le plus bas en termes de handicap. Il faut qu'ils soient capables de faire des courses seuls, de passer leur permis de conduire, de faire tourner un lave-vaisselle, qu'on ne soit pas limité sur d'autres aspects du développement. Ça, c'est des choses qui sont quand même importantes pour la vie entière. Et de préserver aussi un peu les relations de l'enfant et du parent. Des fois, encore une fois, c'est vraiment à couteau tiré entre l'enfant et le parent. Je le dis, je le répète, c'est pas bon pour la santé. S'il y a trop de conflits sur la scolarité, déjà, ça ne permettra pas de se rescolariser. Donc, ça ne nous sert à rien, ce niveau de conflit-là. Et en plus, ça fait un enfant qui ne sera pas en confiance avec son parent pour le solliciter sur d'autres aspects de sa vie. L'enfant, il a aussi besoin de pouvoir faire appel à son parent sur d'autres choses. Sur la question de sa santé, sur la question de ses relations aux autres, sur la question de sa sexualité, de la gestion de son argent, etc., etc. Et une relation parent-enfant qui est trop abîmée à cause d'un épisode de refus scolaire anxieux dans l'enfance ou dans l'adolescence, c'est se priver du fait d'être un support pour ces enfants-là dans d'autres aspects dans lesquels ils auront besoin aussi de leurs parents. Et du côté de l'école peut aussi faire bien sûr
plein de choses. Donc, c'est hyper important d'être en lien avec l'équipe de soins qui accompagne l'enfant. Il existe tout un tas d'aménagements scolaires que j'ai décidé de ne pas vous présenter ce matin parce qu'il fallait faire des choix. Mais on peut être aussi, en fait, dans les aménagements scolaires, il n'y a de limite que notre manque de créativité, finalement. C'est aussi important que l'école elle puisse accompagner la famille dans la gestion des apprentissages académiques et la validation de l'année scolaire. Et quand je dis accompagner là-dedans, ça veut dire vraiment accompagner. Ce n'est ni menacer ni sanctionner. Et ça peut être aussi de se dire à un moment donné, cette année, on va faire une année blanche. Mais ne pas le dire du côté de la menace, mais du côté de « et c'est OK ». Et voilà. Et cette année, on va essayer de faire de la fréquentation scolaire et on fera un peu différemment. Peut-être qu'on ne validera pas l'année, c'est OK. Et ça, c'est des choses qui sont quand même des messages qui sont assez forts pour l'enfant et pour la famille. Ce n'est pas une nécessité, hein, on peut aussi valider l'année sans problème si le profil le permet. S'assurer la possibilité d'un refuge au sein de l'établissement en cas de crise, ça c'est aussi important. Un autre élément qui est important que l'école peut faire, c'est les réunions avant rescolarisation. Et j'ai mis 3 petits smileys parce que ces réunions avant la rescolarisation, alors elles ont pour but de valider des emplois du temps, de se mettre d'accord sur des lieux refuges, etc. C'est très bien. Mais moi, l'objectif principal en tant que thérapeute de ces réunions-là, quand l'enfant y assiste, c'est que ça soit sympa. Alors, ça peut sembler un peu naïf de ma part de dire ça, mais c'est hyper important que l'enfant voit que c'est sympathique, que les gens sont gentils et ont hâte qu'ils reviennent. Il y a une comparaison que j'aime bien faire. Imaginez sur le plan professionnel que vous avez malheureusement souffert d'un burn-out. Vous vous apprêtez à revenir sur votre lieu de travail. Ça serait malvenu que vous n'ayez pas de rendez-vous avec votre N+1 avant votre reprise et que ce rendez-vous-là, la personne vous accueille en faisant la gueule et en vous parlant juste de votre planning de travail. Ça risque de pas franchement favoriser votre retour à l'emploi. Ce qui serait plus pertinent, ça serait qu'effectivement, vous accueillez avec le sourire en disant qu'on a hâte de vous réaccueillir dans les murs et qu'on vous propose éventuellement un café. Le besoin de prévisibilité, il est aussi important pour les enfants qui voient leur salle de classe, qui rencontrent leurs professeurs, etc. Les familles n'osent jamais faire ces demandes-là, ou peu, parce qu'ils ont peur de déranger, ils ont l'impression qu'ils abusent, qu'ils en demandent trop. C'est important que ce soit l'école qui fasse ces propositions-là. Ces enfants-là, ils ont besoin de prévisibilité et ça les aide à sauter le pas. Et enfin, informer la classe ou non, c'est aussi un élément qui est important et auquel on pense peu. Qu'est-ce que les autres savent? Qu'est-ce qu'ils vont me dire lorsque je vais rentrer en classe? Moi, tous mes patients, ils sont convaincus qu'avant de rentrer en classe, il va y avoir une sorte, devant l'école, une sorte de grande file indienne avec tous les adultes et tous les enfants qui vont leur demander où est-ce qu'ils étaient. Et que la phobie scolaire, ça n'existe pas, et que sais-je encore. Ils redoutent tout ça. Et de pouvoir déplier les choses avec l'école et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on dit à la classe? Qu'est-ce qui a été dit? Et de demander à l'enfant de quoi tu as envie, toi. Est-ce que tu veux qu'on dise, Martin, il va revenir en classe, mais il voudrait que vous ne posiez pas de questions. Ou Martin, il a des problèmes de santé, du coup, il va venir en classe, mais il ne va pas venir à temps plein. Comment est-ce que tu veux que ça soit dit? Et ça, c'est important que ça soit réfléchi avant avec l'enfant et la famille. Ce n'est pas de la complaisance, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire, qui n'est pas coûteux et qui va faciliter grandement le retour à l'école. Si on ne l'a pas anticipé avant, ça c'est assez classique, on se casse la tête à faire un super emploi du temps aménagé, un protocole de rescolarisation. Et en fait, c'est l'enfant qui le dimanche soir va être en boule dans son lit ou faire une énorme crise à la maison parce que tout d'un coup, il va se réaliser mais en fait, qu'est-ce que savent les autres? Qu'est-ce que je vais leur dire demain? Donc, c'est hyper important de préparer ça en amont parce qu'on peut clairement se rater une rescolarisation parce qu'on n'a pas anticipé ces questions-là. Donc, ça doit être discuté dans la famille avec l'enfant, ça doit être discuté avec l'école. Et après, les thérapeutes et les professionnels de soins, moi, j'invite généralement à consacrer une séance de jeu de rôle, en fait, où on prend les pires scénarios catastrophes que l'enfant imagine de ce qu'on va lui dire et on s'entraîne, en fait, à qu'est-ce qui pourrait répondre à ça. C'est vraiment des éléments qui sont clés dans une rescolarisation. Voilà en quelques mots, globalement, même si j'ai quand même pas mal parlé. Mon petit « et après », c'est quand même un clin d'œil sur cette question de la place de l'école et de oui, c'est important parce que l'école, c'est un lieu pas uniquement d'apprentissage académique, c'est aussi un lieu où on va apprendre plein d'autres choses. Et du coup, je reviens à ma notion de handicap associé, c'est-à-dire que les enfants qu'on n'arrive pas à rescolariser, eh ben,
ils vont développer du handicap. Et c'est ce handicap-là qui, quand je parle de handicap, c'est la restriction du champ social et de leurs habiletés sociales et de leur capacité à faire des choses. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on limite le plus. Voilà. Voilà. En fait, j'entends rien. Je ne sais pas si vous parlez. Ouais, c'est bien. Merci Marie. On va passer aux questions-réponses. Alors, on a une première question de Natacha. Alors, attends, Natacha, on va t'apporter un micro. Je pense que ça va être plus simple. Bonjour, merci. Oui, ma question elle se porte surtout sur quand l'enfant est en refus scolaire anxieux et qui n'arrive plus du tout en fait, à avoir justement de lien social, qu'il est vraiment épuisé par tout ça et qu'il a, moi, je vois mon fils, il a passé 2 ans reclus dans sa chambre sur les jeux vidéo, on l'a laissé faire parce que voilà, c'était ça, c'était bien. Et en fait, on a vraiment l'impression, parce que dans l'idée qu'on donne, c'est qu'il faut absolument qu'il ait des interactions sociales parce que sinon il va s'enfoncer. Nous, au contraire, on a vraiment l'impression qu'il avait besoin de ce temps-là, mais c'était très long, 2 ans, mais qu'il a vraiment eu besoin de ce temps-là pour reconstruire. Et c'était indispensable. Et si à ce moment-là, on l'aurait forcé à avoir une interaction, on a vraiment le sentiment que ça aurait été pire et qu'on pourrait être plus. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est important ce que vous partagez là, parce qu'effectivement, on peut rapidement avoir une vision un peu caricaturale, manichéenne des écrans et de cette idée qu'il y aurait quelque chose d'un peu mécanique entre les écrans, c'est de l'interaction sociale dégradée, alors que hors écran, ça ne serait pas le cas. Je crois qu'il faut avoir quand même une approche un peu pragmatique. Il y a des patients qui… ce que je veux dire… Je vais essayer d'être claire dans mon propos. Ce que vous décrivez de votre fils, on le constate, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des patients pour lesquels, si par force et par autorité, on retire les écrans, on va être sur quelque chose de peu pertinent en fait, parce qu'on va finir par se priver d'une ressource qui leur fait du bien. Donc, ça serait idiot de réduire cette question à est-ce que c'est bien ou mal de garder les écrans. En revanche, ce que vous décrivez aussi, on peut s'interroger sur le fait à un moment donné, par exemple, d'avoir souffert d'une forme de dépression. Et probablement qu'aujourd'hui, ça va mieux et ça, c'est plutôt positif. Mais ce n'est pas finalement la question uniquement de est-ce que les écrans font sombrer ou pas sombrer. Aujourd'hui, votre fils, il va aussi sûrement mieux parce qu'il a réouvert de nouveau son champ d'action. Je crois qu'il faut être un peu pragmatique et prendre aussi les adolescents là où ils sont accessibles. Il y a une collègue suédoise que j'aime beaucoup qui, elle, a développé de la thérapie en ligne, en fait, où elle va aller contacter les adolescents en ligne. En fait, elle va les contacter là où ils sont. Et c'est un peu stérile de se dire de se dire c'est bien ou c'est pas bien de faire ça. Enfin, je veux dire, la vie est ainsi faite et je crois que c'est important par contre que chaque famille et chaque adolescent puisse sentir qu'il y a une main tendue à un moment donné. Après, dans le refus scolaire anxieux, des fois, on tend la main pendant très très longtemps avec un adolescent, on envisage éventuellement de la saisir. Et on sait qu'il va falloir faire preuve de patience. Vous êtes bien mieux placé que moi pour savoir à quel point ça nécessite d'être patient. Et moi, j'aime bien parler d'ailleurs dans le refus scolaire anxieux de fenêtres thérapeutiques. Il y a des moments où ça va être plus le moment, que ça soit pour l'adolescent ou pour sa famille. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la demande va tout d'un coup être plus forte. Il y a généralement le moment de l'apparition de la crise, c'est-à-dire le début du refus scolaire anxieux. Tout le monde est sans dessus-dessous, donc là, on a besoin d'aide. Et puis, des fois, une fois que ce moment de crise passé, la demande va se tarir.
On a des adolescents ou des familles qui sont plus en demande, qui ne veulent pas trop être dans le soin, etc. OK. Et on peut attendre la deuxième fenêtre, qui est généralement, malheureusement, une aggravation, c'est-à-dire la survenue d'un épisode dépressif. Là, on peut avoir un retour de la demande. Et puis, on peut avoir aussi un dernier moment qui est les moments d'orientation, par exemple. Et ça, les adolescents, pour ça, ils sont forts. Hein. Moi, j'ai des patients, des fois, pendant des mois, clairement, c'est la croix et la bannière pour les faire venir en thérapie. J'attends qu'il se passe un truc. Et alors, à un mois du bac, tout d'un coup, il faudrait s'y mettre. Bon, allons-y. Donc, clairement, ça va nous prendre un peu plus de temps qu'un mois, mais prenons-les là où ils sont. Donc, bien sûr, on dit il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils fassent des activités. Ouais. Mais après, si vous sentez que l'écran, l'ordinateur, c'est devenu la dernière bouée à laquelle votre enfant il est raccroché, c'est sa bouée, quoi. Enfin, ça serait idiot de se dire qu'on va l'enlever. Mais on sait que c'est qu'une bouée. On voudrait qu'il ait un paquebot, notre enfant, pas une bouée. Merci Marie. On va prendre le micro. Bien parler. Ouais, bien parler. Dans la continuité de la question justement du retrait, mise en retrait et ou des écrans, je vous entends pas. Depuis très longtemps. Et les écrans, en fait, effectivement, je me suis questionnée et je me suis aperçue qu'au-delà de simplement jouer à des jeux vidéo, ils ont eu un effet bénéfique parce qu'en fait, ils ont eu un effet de fonction sociale. Donc, chez nous, on recevait beaucoup de monde, il rencontrait des gens physiquement, mais il s'est retrouvé dans un espace qui était sécurisé, où il a développé de vraies relations amicales, nombreuses. Et en fait, quelques années après, il est allé les rencontrer. Il a fait 2 périodes de vacances avec un premier groupe. Il a rencontré une autre personne quand on est parti en vacances il y a 2 ans, et on va en rencontrer une autre ce soir à l'issue. Donc, ça peut aussi avoir une fonction de recréer un cadre de relations sociales qui sont safe, qui sont sécures. Et ça, je pense que c'est important parce que ça permet de prendre des risques, mais sans se confronter au rejet aussi violent qu'on peut trouver dans l'école, dans les lieux de loisirs, etc. Mais c'est important là ce que vous partagez. En tout cas, je crois que ce qui est essentiel, c'est vraiment de sortir d'une vision un peu réductrice. On a l'impression qu'il faudrait être tout contre les écrans. C'est un débat dans lequel je trouve un peu vain d'avoir envie. On ne peut pas rentrer là-dedans. Et d'ailleurs, ce qui est un peu pour le coup dommageable, c'est de se dire, ça serait d'avoir un discours qui soit dévalorisant, dénigrant auprès de l'adolescent sur les écrans. Parce que surtout si lui, il en fait quelque chose qui lui fait du bien. Parce que c'est un motif supplémentaire. Vous savez, c'est un peu le truc de non seulement tu ne vas pas à l'école, mais en plus, tu es sur les écrans. Ah, mais alors là, on a deux trucs là pour enfoncer le clou. Après, ce qui est surtout très intéressant, c'est du coup tout le déroulé qu'on a derrière. Ce qui est pas bon, vous avez peut-être déjà entendu parler des fameux phénomènes des hikikomori, par exemple. C'est ces adolescents qui sortent plus de chez eux, qui ont une inversion totale du rythme veille-sommeil. C'est là où je vous reparle de niveau de handicap associé, en fait. La question, c'est quel est le degré de liberté que j'ai dans ma vie? Est-ce que je suis sur les écrans parce que c'est l'anxiété qui a décidé que j'allais être sur les écrans et que je ne pouvais pas faire autre chose? Ou est-ce que je suis sur les écrans parce que c'est aussi une forme de satisfaction et d'activité pour moi? Si jamais soit l'un ou soit l'autre, c'est souvent un peu les deux. Mais le curseur, on sait que nos patients qui vont mal, sur la raison pour laquelle ils sont sur les écrans, il y a plus d'anxiété que d'éléments valorisants pour eux. Et ce qu'on leur souhaite, c'est qu'ils soient sur les écrans, pas parce que c'est l'anxiété qui a décidé qu'il fallait s'y réfugier, mais parce qu'ils sont en train d'en faire quelque chose de pertinent pour eux, en fait. Merci Marie. On a une autre question. Luc. Bonjour, moi c'est Luc. J'ai en fait 2 questions. Vous parlez de patients. Est-ce qu'on peut dire que vraiment on a affaire à une maladie? Et j'aimerais aussi vous entendre parler peut-être de anxiété de séparation, séparation par rapport à quoi, de quoi on parle. Alors, est-ce qu'on parle de maladie? Le refus scolaire anxieux, ce n'est pas dans les classifications des troubles mentaux, dans les classifications internationales. Mais moi,
dans ma vision des choses, dans ma manière de travailler, je parle de troubles. Alors, à tort ou à raison, j'en sais rien. C'est peut-être aussi du fait que je suis psychothérapeute et du coup, c'est par ce biais-là que je prends cette problématique-là. Ça serait intéressant, par exemple, d'avoir la participation de quelqu'un, d'un philosophe ou d'une philosophe sur cette manifestation clinique. Parce que moi, je l'apprends aussi, vous parlez de handicap associé, de degré de souffrance, etc. Donc oui, moi, je parle de maladie avec mes patients, je parle de troubles, je parle du refus scolaire anxieux, comme je pourrais parler, avec les mêmes termes et la même terminologie que je pourrais parler, par exemple, d'une dépression. Et en ce qui concerne l'anxiété de séparation, l'anxiété de séparation, c'est un trouble anxieux, un des troubles anxieux les plus fréquents dans le refus scolaire anxieux. L'anxiété de séparation, c'est la difficulté une anxiété excessive lors de la séparation de l'enfant avec ses figures d'attachement ou lorsque la séparation est redoutée. Les figures d'attachement, elles sont multiples. Classiquement, ce sont les parents. Ça peut être souvent un des deux parents. Il peut y avoir plus d'anxiété de séparation à l'idée de se séparer d'un des deux parents. Ça s'accompagne généralement de ruminations anxieuses à l'idée de la séparation et de pensées un peu catastrophes, voire de pensées morbides. C'est beaucoup la peur de se perdre ou la peur que le parent se perde, la peur d'une maladie. Ça peut même être des peurs d'accidents, de maladies, kidnapping, des choses de cet ordre-là. Donc après, ça va être toutes les situations de séparation. Ça peut être je reste dans la voiture pendant que mon parent va chercher le pain, par exemple. Ça peut être je reste à la maison pendant que mon parent part faire les courses sans son téléphone portable ou avec son téléphone portable, rester avec un ou une babysitter pendant que les parents sont sortis, ou par exemple aller dormir chez quelqu'un. Et après, il y a autant de types d'anxiété de séparation qu'il y a de personnes, puisque moi j'ai des patients qui peuvent pas dormir à l'extérieur de chez eux et d'autres pour lesquels, dans certaines conditions, avec certains aménagements, ça reste envisageable. D'autres pour lesquels, rien que de venir dans ma salle d'attente, dans mon bureau, pendant que les parents sont dans la salle d'attente, c'est déjà trop leur demander. Ou prendre le bus tout seul pour eux, par exemple, ça ne va pas être parce qu'ils ont peur du jugement des autres. On n'est pas face à un trouble d'anxiété sociale, mais c'est plutôt par la peur de se perdre, ce qui se rattache davantage à de l'anxiété de séparation. On n'est pas sur l'idée de trucs un peu là, de lien d'interdépendance, de dépendance affective, ou psycho-affective, ou je ne sais pas trop quoi, entre la mère et l'enfant, puisque de toutes les manières, c'est forcément la mère. Mais voilà, on est plutôt sur quelque chose de cet ordre-là en termes de description clinique. Et du coup, pour revenir sur la question du refus scolaire anxieux, c'est par exemple un refus scolaire anxieux sous-tendu par une anxiété de séparation. On va surtout la retrouver au moment du départ de la maison, au moment de la séparation, ça peut être au moment de descendre de la voiture ou de passer le portail. Sur les sorties scolaires, c'est un grand classique aussi, où les sorties scolaires vont être plus difficiles que le reste. C'est-à-dire que tout ce qui va être dans l'école, ça reste encore un lieu investi comme sécure pour l'enfant. Mais dès que même avec la maîtresse ou le maître ou avec les camarades, on sort de l'école, là, c'est plus anxiogène. Les enseignants remplaçants, c'est assez typique d'un refus scolaire anxieux sous-tendu par une anxiété de séparation. Voilà pour quelques exemples au pied levé. Merci. Bonjour. Vous avez parlé de différents troubles, notamment des troubles 10, etc. Vous n'avez pas parlé du tout de TSA ou de précocité. Ça n'a pas d'incidence sur Ouais. En effet, je n'ai pas tout mentionné. Alors, les TSA, si. D'ailleurs, c'est de plus en plus documenté, notamment aux Pays-Bas, où il y a de plus en plus d'études sur l'autisme et le refus scolaire anxieux, où on sait effectivement que ça concerne aussi les personnes qui souffrent d'autisme, ou en tout cas de troubles du spectre de l'autisme. Et de fait, c'est effectivement un élément qui est important dans le profil, parce qu'on ne va pas soigner un trouble anxieux de la même manière et on ne va pas rescolariser de la même manière. Donc, en effet, ça fait partie. Moi, en thérapie, je me donne toujours, on va dire, 2 à 4 rendez-vous que j'appelle les rendez-vous d'évaluation, de manière à pouvoir un peu y voir plus clair sur l'ensemble des pièces du puzzle, puisque chacun a son propre puzzle, chaque patient et chaque famille. Et on va dire que forcément, je vais avoir besoin de cette information dans mon travail de diagnostic
pour pouvoir avoir le bon puzzle. Donc, c'est un élément important. La question du haut potentiel, c'est une question qui est à la fois plus simple et plus complexe. Et je sais que c'est d'ailleurs une question qui fait réagir. Alors, à l'international, par exemple, le haut potentiel est très peu étudié avec le refus scolaire anxieux parce que c'est quand même parce qu'en fait, ce n'est pas un trouble, le haut potentiel, ce n'est pas un trouble ni une pathologie, et que d'ailleurs, moi, j'ai peu besoin de cette information pour accompagner un refus scolaire anxieux. C'est important pour moi d'avoir une idée quand même des ressources intellectuelles et cognitives d'un enfant, et j'ai surtout besoin d'avoir des informations sur la manière dont il gère ses systèmes de croyances. Je vous parlais de rigidité ou pas, par exemple. Parce que plus on est rigide dans sa manière de raisonner, plus il y a certains aspects de la thérapie qui vont être compliqués à travailler. Mais en ce qui concerne vraiment la question d'avoir des belles ressources sur le plan cognitif, on va dire que ça va faire partie. Moi, j'ai toujours dans mes profils une grande case consacrée aux quelles sont les ressources de l'enfant et de sa famille. Ça va faire partie des éléments de ressources, en fait. Mais ce n'est pas un élément que je prends sur le prisme de quelque chose à psychopathologiser, par exemple. Et j'en fais pas grand cas dans mon protocole thérapeutique. Pour continuer, parce que tant qu'on est là-dessus, allons-y, sur cette question que j'ai fait un peu touchy, je pourrais dire, du haut potentiel, il faut quand même que je vous dise que je suis un peu fâchée parfois par mes collègues psychologues qui font j'allais dire distribuent, c'est pas distribuer, mais qui partagent avec des familles, qui donnent à des familles des informations de haut potentiel intellectuel chez les enfants à partir de 5 ans, alors que ça ne fait pas partie des recommandations de notre profession, que ça n'a pas de sens une fois arrivé à l'âge adolescent. Et moi, c'est là où des fois je suis un peu en colère, c'est des familles qui arrivent dans mon bureau avec des adolescents qui vont vraiment pas bien et des familles qui vont pas bien. Ils ont déjà vu 4 psys avant qui leur ont dit que l'alpha et l'oméga de toutes leurs difficultés, c'était le haut potentiel de leur enfant. Et clairement, en fait, ils ont perdu du temps, ils ont dépensé beaucoup d'argent à faire tout ça et on leur a, je n'ai pas d'autre mot, on leur a vendu un truc qui ne leur sert à rien en fait. Parce que s'il y a une particularité cognitive, c'est pas mal de le savoir, pourquoi pas, mais ce n'est pas ça qui va les aider dans le quotidien avec leur refus scolaire anxieux. Donc c'est là où moi des fois je suis un peu en colère après certains de mes collègues parce qu'il y a aussi clairement un vrai business là-dessus. Et du coup, je sais que des fois, je peux être un peu frustrante avec certaines familles que j'accompagne parce que très rapidement, moi, c'est OK une information que j'ai, mais ça ne va pas être une information centrale dans l'accompagnement. Donc, autant sur la question d'un trouble du spectre de l'autisme, c'est un gros ingrédient dans le protocole de soins et de rescolarisation, autant finalement la question du haut potentiel intellectuel, c'est une information. C'est une information qui peut être importante, mais qui sera quand même vachement moins centrale dans mon accompagnement. Voilà, par rapport à ça, mais ça, je sais que c'est un sujet qui fait réagir. Merci Marie. Merci Marie. On a encore une question qu'on va pouvoir prendre. La dernière. Quelqu'un a pris le micro? C'est un monsieur, non? Ouais. Bonjour Marie. La question justement pour rebondir, plutôt sur un élève avec un trouble du spectre de l'autisme qui a été finalement diagnostiqué après un refus scolaire anxieux, une dépression. Aujourd'hui, l'élève va bien, il est toujours au CNED, l'enfant va bien, il a une vie sociale, il a des projets, intégrer notamment une école spécifique, vraiment spécifique, l'école des Beaux-Arts notamment. Peut-on parler de réussite? Peut-on parler d'échec sur un point de vue thérapeutique? Pour vous aujourd'hui, quel est votre point de vue là-dessus? Je me dis, j'ai peut-être pas entendu toutes les informations, mais moi, si les gens vont bien, je trouve que c'est plutôt pas mal, non? Alors, est-ce que c'est peut-être parce qu'il y a cette histoire de CNED? Alors, c'est vrai que, je ne sais pas du coup si c'est par rapport à la question du CNED ou au fait qu'il y ait des réorientations qu'on pourrait se demander s'il s'agit d'un échec. C'est ça? Tu peux répondre? Oui, pardon.
Oui, effectivement, c'était plutôt par rapport au fait qu'effectivement, l'élève n'est plus scolarisé en établissement. Et effectivement, il y a eu des essais, des rechutes. Et finalement, aujourd'hui, l'école, je peux le dire, n'est pas adaptée à cet élève. Tellement pour multiples raisons, encore une fois. Mais justement, la question se porte là. Est-ce que, du coup, si l'élève est toujours au CNED, ne souhaite pas être rescolarisé ou ne peut être rescolarisé en établissement classique, mais qu'il a bien à côté, réussite ou échec? Bah, là, j'en reviens à ma question de niveau de handicap associé, moi, quand même. C'est à quel point il arrive aujourd'hui à fonctionner. Dans ma pratique, j'ai très, très peu de patients qui arrivent à suivre une scolarité à distance. Il y en a, hein, mais c'est vraiment une portion congrue. C'est comme ça qu'on dit, non, l'expression? Enfin, c'est très peu de cas. Vraiment, c'est à la marge, plus. Généralement, l'expérience me montre que les mises en place de CNED partagées, etc., ça se solde par des échecs. Et en fait, c'est pas la question de est-ce que c'est bien ou pas le CNED, c'est que déjà, encore une fois, de revivre un échec supplémentaire, c'est terrible. C'est remettre l'enfant en situation de lui renvoyer un message que de nouveau, c'est pas possible. La famille, elle a déployé de l'énergie, voire de l'argent pour des choses qui n'ont pas abouti. Et éventuellement, c'est de l'énergie, de l'argent qui a été dépensé par la famille et l'enfant là-dessus et pas sur autre chose qui, moi, de mon point de vue de thérapeute, me semble éventuellement même plus importante, finalement. Donc, la question que je me pose quand j'entends ça, c'est qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'il va bien? Et surtout, est-ce que l'année prochaine, cette fameuse école, il arrivera à y aller ou pas? Ou est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose dont je vous parlais tout à l'heure, des fois ça peut arriver, hein, on se dit, on laisse comme ça pour l'instant, et puis l'année prochaine, ça ira mieux. Mais si tout roule, en fait, tout roule. Et après, ça dépend aussi de l'âge. Enfin, chez les patients les plus vieux, quand je dis vieux, c'est quand même des lycéens, moi, j'en reviens à cette question de niveau de handicap associé. Enfin, après, la vie, elle est longue. Et je vais faire un peu de provoque, surtout s'il y a des gens d'éducation nationale dans la salle. Hein. Alors, ce qui est bien, ce qui est confortable, c'est qu'ils ne pourront pas venir me voir après. Mais je veux dire, le cours de maths du jeudi 2 décembre de 14h à 15h, globalement, là, dans la pièce, je ne sais pas qui, enfin, le jeudi 2 décembre 1900, ajusté son votre âge, qui dans la pièce s'en sert encore, enfin, ou en a besoin là maintenant tout de suite. Moi, non. Et si un jour j'en ai besoin, je saurais me donner les moyens d'aller me former, etc., pour récupérer là-dessus. La question, ce n'est pas la finalité des aspects pédagogiques. C'est pour ça que je parle de niveau de handicap associé. C'est aussi tout ce que l'école nous permet de faire comme apprentissage. Et il y a plein d'autres manières de faire ces apprentissages-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas… Mais, après, ça dépend aussi de l'âge de l'élève et de son profil. On peut difficilement renoncer à rescolariser un enfant de 10 ans. Ça va être un vrai problème. On va faire quoi jusqu'à 16 ans? Mais après, il y a aussi le principe de réalité. À l'impossible, nul n'est tenu. Hein. Je veux dire, des situations où on ne scolarise pas pendant des années, ça existe aussi. Voilà. Dans l'esprit de ce qui a été dit, le résumé que j'essaie de faire de ce qui a été partagé, c'est la notion de l'accompagnement. Quand vous êtes sur un profil d'enfant qui est non-binaire, HP, TDAH, spectre autistique, on se retrouve dans une situation où il y a un beau cocktail qui est difficile dans l'accompagnement, même s'il y a de la bienveillance, parce que malgré tout, il y a une pression sociale qui existe et qu'on ne peut pas s'élargir. Même s'il y a la bienveillance au niveau du collège, il y a ces éléments-là. Voilà, donc il n'y a pas de problème de sociabilisation, mais à un moment donné, c'est vers qui se tourner, comme on disait tout à l'heure. Nous avons chacun sa spécialité, ça devient. Je ne suis pas sûre d'avoir tout bien entendu. C'est surtout, il y avait beaucoup d'éléments en fin de compte. Oui, peut-être, tu arrives pas à reprendre les infos. C'est plutôt, il y avait le côté, vous m'avez dit quoi, c'était non-binaire, TDAH, HPI, avec un TSA, ok. Et donc, c'était la question, c'était l'approche thérapeutique idéale, c'est ça? Sur un profil aussi complexe, finalement, c'est ça. Voilà. Ouais. Ah ben alors ça,
Eh ben, j'ai envie de vous dire que plus le profil est complexe, plus il va surtout falloir réussir à trouver de quoi ménager sa monture. Ça serait peut-être un peu, enfin, je ne me verrais pas vous répondre sur un type d'approche thérapeutique en particulier, et probablement que plus, enfin, mécaniquement, hein, plus le trouble est complexe, plus la prise en charge sera longue. Et la question, c'est surtout le parcours de soins des patients. Je parlais aussi de la responsabilité des systèmes de soins dans les facteurs de maintien ou d'aggravation. C'est de se dire qu'il y a des moments où il va y avoir certains protocoles thérapeutiques qui vont être plus pertinents et des moments où ça va être d'autres. Pour le dire en peu de mots, par exemple, pour les troubles anxieux, en première intention, ben, moi, je ne peux pas ne pas vous dire que c'est des TCC qui sont aujourd'hui recommandés. Mais par contre, je sais aussi qu'il y a certains patients pour lesquels, à un moment donné, on va être moins dans la recommandation de ça. Et je vais recommander d'autres choses. Je vais recommander, par exemple, des ateliers thérapeutiques avec médiateurs artistiques, parce que à un moment donné de leur parcours de soins, c'est ça dont ils vont avoir besoin. Et ce qui est du coup important, c'est qu'ils entendent aussi que c'est OK. Moi, en tant que thérapeute, si je leur renvoie le fait qu'ils ont été incompétents ou qu'ils ont été en échec dans leur TCC et que du coup, c'est pas bien, mais ils vont quand même aller en atelier thérapeutique à médiation, bah, c'est un peu idiot. Enfin, à part faire de la rupture dans l'alliance, ça va pas donner grand-chose. Donc après, bah, oui, effectivement, plus le profil est complexe, plus ça va être complexe d'accompagner. Et là, dans ces cas-là, bah, il va falloir tenir sur la durée, il va falloir se retrousser les manches, et c'est valable pour tout le monde. C'est surtout valable pour la famille et l'enfant, parce que c'est eux qui sont au cœur du problème et pour qui ça va durer le plus longtemps. Et peut-être que c'est là où on peut se dire qu'il va falloir que la famille réussisse à développer des ressources pour continuer à fonctionner ensemble pendant ce temps-là et pas abîmer ces liens-là. Enfin, on le sait tous que du coup, ça fait des conflits entre les parents, ça fait des conflits entre l'enfant et ses parents. Et ça, c'est aussi pas bon. Enfin, un jour, ces enfants, ça ne sera plus des enfants, ça sera des adultes. Il n'y aura plus question d'aller à l'école et la qualité du lien, elle sera quand même toujours importante. Voilà. Parce que, juste pour faire une dernière parenthèse, on connaît tous, en tout cas moi j'ai pas mal de patients, qui aujourd'hui ont 20 ans, ils sont plus du tout dans des aspects de fréquentation scolaire, enfin ils font leur vie autrement, et par contre ils ont quand même besoin d'appeler leurs parents pour avoir des renseignements sur un départ à l'étranger, les papiers de la sécu, le machin, le truc. Et si aujourd'hui cette relation elle était trop abîmée, eh ben franchement ça serait la double peine. Et du coup c'est aussi quand même des choses importantes. Tu as peut-être un mot de la fin, Marie? Bah, déjà, merci pour l'invitation. Franchement, merci beaucoup. Et bon courage à tous, en fait, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci Marie, à bientôt.